Le soir de Thanksgiving était le seul de l'année où je me sentais en sécurité en rentrant chez mes parents. Une longue table, des plats chauds, des visages familiers. Du moins, c'était l'illusion. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que mon père se lève devant tout le monde, sa voix perçante résonnant dans la pièce, et me lance « Tu es une bonne à rien ». Ces mots ont résonné plus fort que le silence qui a suivi. Ma mère fixait son assiette. Ma sœur dissimulait un sourire derrière son verre de vin. Puis mon père a pointé la porte du doigt et a hurlé « Si tu n'es pas capable de te reprendre en main, va vivre dans la rue ». Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Car même s'ils étaient persuadés que j'avais gâché mon avenir, ils ignoraient que je gagnais 27 millions de dollars par an. Ils ne savaient pas que chaque insulte, chaque jugement à cette table était fondé sur une histoire qu'ils avaient inventée à mon sujet. Alors j'ai pris mon manteau, je leur ai souhaité un joyeux Thanksgiving et je suis parti. 3 semaines plus tard, la vérité a éclaté sans moi. Le repas de Thanksgiving chez mes parents suivait toujours le même scénario. La porte s'ouvrait sur une odeur de dinde rôtie et de cannelle. Le salon résonnait déjà de voix chaleureuses en apparence, mais tranchantes en dessous. On s'échangeait des accolades, des compliments à répétition, et tout semblait parfait si l'on n'y prêtait pas trop attention. J'arrivais seul, comme d'habitude. Pas de cavalier, pas d'annonce théâtrale. Juste moi et une bouteille de vin dont je savais que ma mère ne manquerait pas de critiquer poliment plus tard. « Tu n'étais pas obligé d'apporter le bas de gamme », dit-elle avec un sourire crispé, la reléguant au second plan. « Il vient d'un petit vignoble », répondis-je calmement. « Je l'aime bien », fit-elle, sceptique, traversant déjà l'allée comme si elle attendait une personne plus importante derrière moi. La table de la salle à manger était pleine de parents que je voyais à peine le reste de l'année. Des rires fusaient, mais ce n'étaient pas des rires francs et directs. C'était un rire de Thanksgiving, un rire de façade. Mon père, Robert, était assis au bout de la table, tel un juge présidant un tribunal, serviette impeccablement pliée, posture raide, déjà irrité avant même que quiconque n'ait prononcé un mot. Et puis il y avait ma sœur, Émilie. Émilie était en retard, bien sûr. Comme toujours. L'atmosphère changeait dès qu'elle entrait, impeccablement vêtue, affichant une assurance naturelle, prête à être admirée. « La voilà », dit mon père fièrement. « Elle travaille encore tard. » Émilie sourit. « Il faut bien payer les factures », plaisanta-t-elle, son regard se posant sur moi une seconde de trop. Le dîner a commencé par des questions anodines qui ne l'étaient pas du tout. « Alors, Harper ?» demanda ma tante en se penchant vers moi. « Tu fais toujours ce truc en ligne. »« Ce truc ? Ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon travail, juste ce truc. »« Oui, » répondis-je calmement. « Je le fais toujours. » Mon père gloussa et secoua la tête. « Je ne comprends pas comment tu fais pour vivre sans vrai travail. Sans stabilité, sans structure. » Ma mère acquiesça. « On s'inquiète juste pour toi. Tu ne rajeunis pas. » Émilie prit une gorgée de vin et ajouta doucement. « Il n'est pas trop tard pour recommencer, tu sais. Certaines personnes ont juste besoin de plus de temps pour y voir plus clair. » Je souris et pris une bouchée de dinde qui, soudain, avait le goût de carton. J'avais appris il y a des années que me justifier ne faisait qu'empirer les choses. Plus j'expliquais, plus ils entendaient d'excuses. Alors j'ai arrêté de m'expliquer. Ils parlaient par-dessus moi comme si je n'étais pas là, des promotions d'Émilie, de son emploi du temps surchargé, de ses responsabilités. Mon père rayonnait comme si sa réussite était la preuve qu'il avait tout fait correctement en tant que parent. Et chaque compliment qu'elle recevait était perçu comme une accusation silencieuse contre moi. À un moment donné, maman se pencha par-dessus la table et murmura. « Pas assez bas. Tu sais, si jamais tu as besoin d'aide pour te remettre sur pied. » Je croisai son regard. « Je vais bien. » Elle soupira. « C'est ce qui nous inquiète. » L'ironie me fit presque rire. Je regardais autour de la table les personnes qui portaient le même nom de famille que moi, mais qui ne m'avaient jamais vraiment vu. Ils croyaient connaître ma vie parce qu'ils avaient décidé de qui j'étais des années auparavant. Une déception. Un exemple à ne pas suivre. L'enfant rebelle. Ils n'avaient aucune idée de la minutie avec laquelle j'avais bâti mon monde. De la façon dont je l'avais délibérément tenu à l'écart du leur. Et tandis que le dessert était servi, je sentais la tension monter, l'impatience se dessiner sur le visage de mon père, le sourire d'Émilie se crisper à chaque minute qui passait. Ce n'était pas un simple dîner. C'était un jugement qui ne demandait qu'à être prononcé. Je ne savais pas exactement quand mon père allait exploser. Je savais juste que ça allait arriver. Le dessert avait à peine touché la table que mon père a finalement sifflé. Ce n'était pas dramatique au début, pas de cris, juste ce calme tendu et menaçant dans sa voix, ce truc qui signifiait qu'il avait déjà pris sa décision. Il a posé sa fourchette avec précaution, s'est essuyé la bouche et m'a regardé droit dans les yeux. « Alors » a-t-il dit. « Que fais-tu vraiment de ta vie, Harper ?»
Un silence pesant s'est abattu sur la pièce. Toute conversation autour de la table s'est évanouie dans un silence gênant. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi, pleins d'attentes, certains curieux, d'autres suffisants, d'autres encore persuadés de connaître la réponse. Je travaille, ai-je dit. Je vous l'ai déjà dit. Mon père a laissé échapper un rire bref et sans joie. Ce n'est pas une réponse. Tu as 32 ans. Pas de diplôme, pas de carrière dont on puisse se vanter. Aucun projet d'avenir en vue. Il s'est adossé à sa chaise. Combien de temps encore vas-tu nous faire croire que c'est normal? Ma mère s'est agitée, mal à l'aise. Robert, ce n'est peut-être pas le bon moment. Non. Il l'a interrompu brusquement. C'est justement le bon moment. On tourne autour du pot chaque année et rien ne change. Émilie a incliné la tête, feignant l'inquiétude. Papa s'inquiète juste pour toi, Harper. Nous tous. Je l'ai regardée. Bizarrement, je n'avais pas l'impression qu'elle s'inquiétait. Son sourire s'est estompé, mais elle n'a pas répondu. La voix de mon père s'est élevée. Tu vis en cavale depuis des années, dans cet appartement, à faire tes petits projets, à jouer les indépendantes alors que tout le monde sait que tu as du mal à joindre les deux bouts. J'ai senti une boule dans la poitrine. Je ne t'ai jamais demandé d'argent. Jamais. Ce n'est pas la question, a-t-il sifflé. La question, c'est que tu es un raté qui refuse de l'admettre. Ce mot m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Raté. Il l'a prononcé si facilement, comme s'il le gardait sur les lèvres depuis des années. Ma mère a finalement pris la parole, d'un ton froid et maîtrisé. On a essayé de t'aider, Harper. Mais tu n'écoutes pas. Tu ne prends pas de conseils. Tu ne respectes pas les valeurs avec lesquelles on t'a élevé. Quelles valeurs? Ai-je demandé doucement, jugeant les gens sur leur apparence. C'en était trop. Mon père s'est levé brusquement, sa chaise grinçant bruyamment sur le sol. Ça suffit. Il a pointé la porte d'entrée. Si tu tiens tant à vivre comme ça, va vivre ailleurs. Personne n'a bougé. Personne ne m'a défendu. Va vivre dans la rue, hurla-t-il. Peut-être qu'alors tu comprendras enfin comment fonctionne le monde réel. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'entendais mon cœur battre, lentement et régulièrement, presque au loin. Émilie fixait son verre. Ma mère plia sa serviette comme si ce n'était qu'un autre moment gênant à rattraper plus tard. J'attendais quelque chose. Des excuses, une pause, même une pointe de doute. Rien ne vint, alors je me levai. J'espère que vous passerez tous un bon Thanksgiving, dis-je calmement, ma voix plus assurée que je ne l'étais. En effet, renifla mon père. Ne fais pas de drame. Je pris mon manteau et croisai son regard. Ce n'est pas un drame. C'est ton choix. En me dirigeant vers la porte, je ne ressentais aucune colère. J'avais clairement l'impression que quelque chose avait enfin été dit à voix haute, quelque chose d'irrévocable. Ils pensaient m'avoir donné une leçon. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce moment, ce rejet public, cette humiliation, était la dernière pièce du puzzle pour me donner quelque chose de bien plus puissant que leur approbation. Et j'étais dehors avant même qu'ils aient pu dire un mot de plus. L'air froid m'a fouetté le visage dès que la porte s'est refermée derrière moi. C'était fin novembre, une fraîcheur qui s'insinue à travers un manteau et vous glace les jambes, mais je l'ai à peine remarqué. Je suis resté sur le perron une seconde de plus que nécessaire, à écouter, sans entendre aucun pas derrière moi. Personne ne m'a appelé à l'intérieur. Thanksgiving s'est déroulé sans moi. J'ai marché lentement vers ma voiture, mes mouvements mesurés, comme si je craignais qu'en me précipitant, tout ce que j'avais retenu ne s'effondre. Assise au volant, j'ai posé mon front contre le siège un instant, non pas parce que je pleurais, mais parce que j'avais besoin de respirer. J'ai regardé mon téléphone. Rien. Pas de message de ma mère pour savoir si j'allais bien. Pas de message d'Émilie pour essayer d'apaiser les choses. Même pas un message de mon père, furieux. C'était comme si, à l'instant où j'avais franchi le seuil, j'avais cessé d'exister. J'ai quitté la maison de mon enfance, les fenêtres luisant de chaleur derrière moi, et j'ai senti une sensation étrange s'installer dans ma poitrine. Pas du chagrin, pas de la colère, juste de la distance. La première semaine après Thanksgiving s'écoula dans un silence étrange. Je repris ma routine, réveils matinaux, réunions, vols de dernière minute, chiffres et contrats exigeant une précision chirurgicale. Ma vie suivait son cours, efficace et maîtrisée. Ma famille, apparemment, pensait qu'elle s'était effondrée. J'ai commencé à en entendre parler. Des remarques anodines se glissaient dans les conversations. Une vague pointe de pitié. J'ai entendu dire que tu traversais une période difficile, me dit une cousine éloignée au téléphone. Une autre demanda avec prudence. Ça va? C'est alors que Jacob appela. Ça va? Demanda-t-il, sans la moindre hésitation. Ça va, répondis-je. Il hésita. Tes parents disent aux gens que tu es parti parce que tu ne supportais pas la vérité.
Que tu souffres. Je fermai les yeux et me laissai aller dans mon fauteuil, fixant le plafond de mon appartement. Des baies vitrées, les lumières de la ville s'étendant à perte de vue en contrebas, un espace qu'il n'avait jamais vu et où il n'avait jamais été invité. Que veulent-ils vraiment dire? Me demandai-je. Que tu n'avais pas vraiment de travail, que tu étais gêné, que tu reviendrais quand la réalité te rattraperait. J'ai failli rire. Ils n'écrivaient pas seulement sur ce qui s'était passé à Thanksgiving. Ils écrivaient sur moi, transformant mon silence en preuve d'échec, mon absence en preuve qu'ils avaient eu raison depuis le début. Pendant un bref instant, j'ai envisagé de rectifier l'histoire, d'envoyer un message, de passer un coup de fil pour tout arrêter. Mais j'ai réalisé quelque chose. Ils voulaient une réaction. Ils voulaient que je sois sur la défensive, désespéré, rabaissé. Alors je ne leur ai rien donné. Pas d'appel, pas d'explication, aucune tentative pour laver mon nom. Au contraire, je les ai laissés parler parce que chaque fausse histoire qu'ils racontaient, chaque supposition suffisante qu'ils formulaient en silence, les préparait à quelque chose qu'ils n'avaient pas vu venir. Et plus ils se sentaient à l'aise avec leur version de moi, plus la vérité serait dure à entendre quand elle éclaterait enfin. Ils pensaient m'avoir jeté dans le vide. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais fermement ancré dans une vie qui leur avait été interdite, et que j'avais tout le temps du monde pour décider comment et quand laisser la vérité éclater. 2 semaines après Thanksgiving, le silence fut rompu, mais pas comme je l'avais imaginé. Ma mère fut la première à l'apprendre. Son nom s'afficha sur mon téléphone un mardi après-midi, entre 2 appels avec mon équipe juridique. Je le regardai sonner un instant avant de répondre, sachant déjà quel ton elle emploierait. « Harper », dit-elle d'un ton enjoué, comme si de rien n'était. « Je pensais justement à toi », dis-je en souriant presque. « J'en suis sûr », répondis-je. Il y eut un silence, bref mais éloquent. Puis elle reprit, sa voix retrouvant ce mélange familier de douceur et d'autorité. « Ton père et moi sommes en train de réorganiser la maison. Il y a des meubles lourds à déplacer ce week-end. Je me suis dit que tu aurais peut-être le temps parce que, eh bien, tu n'es pas vraiment engagé. Ce n'est pas une excuse, ni une inquiétude, juste une supposition. Je suis occupé, ai-je dit calmement. À quoi? A-t-elle demandé. Le point d'interrogation, le travail dédaigneux, a-t-elle répondu en riant doucement. Bien sûr, ce petit truc en ligne. Puis elle a baissé la voix et a ajouté. Tu sais, Harper, la famille, c'est important. Un jour, tu auras peut-être besoin de nous. Ce n'est pas sage de couper les ponts. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère, mais de la lucidité. Tu as déjà tout gâché, ai-je dit. Je me suis simplement arrêté, planté là dans la fumée. Elle a expiré bruyamment. Tu en fais des tonnes. Non, ai-je répondu. Je suis honnête. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Plus tard dans la soirée, Émilie est passée à l'action. Elle n'a pas appelé. Elle ne faisait jamais ça quand elle voulait se sentir supérieure. Au lieu de cela, elle a posté une photo sur les réseaux sociaux, un dîner parfaitement mis en scène, des bougies, une légende sur la gratitude et la résilience, et, enfoui dans les commentaires, une réponse à une connaissance commune qui me demandait comment j'allais. Harper Traverse just on phase. Certaines personnes mettent plus de temps à mûrir. Jacob m'a envoyé une capture d'écran avec une simple ligne en dessous. Je pensais que tu verrais ça. J'ai fixé ces mots plus longtemps que je n'aurais dû. Non pas parce qu'ils me blessaient, mais parce qu'ils confirmaient quelque chose que j'avais évité d'admettre. Il ne voulait pas seulement que je disparaisse. Il voulait que je diminue. Tant que je resterais silencieuse, il pourrait contrôler le récit. Il pourrait me maintenir figée dans le rôle qu'il m'avait assigné. L'échec, un avertissement, l'exemple à ne pas suivre, et à leurs yeux, ce qui leur donnait du pouvoir. Ce soir-là, j'ai décidé de ne pas les affronter, pas encore, mais de me protéger complètement. Le lendemain matin, je me suis entretenu avec mon avocat et mon conseiller financier. Nous avons tout passé en revue. Les comptes, les actifs, les accès que je n'avais jamais pris la peine de fermer, car je n'en voyais pas l'utilité. Des liens partagés datant d'il y a des années, d'anciennes conditions, des failles. On verrouille tout, ai-je dit. Absolument tout. Plus de suppositions, plus d'ouverture. J'ai également autorisé un examen discret. Rien d'agressif, rien d'illégal, juste des faits, des documents publics, des tendances économiques, des informations que j'avais le droit de connaître. Non pas par vengeance, mais pour avoir un moyen de pression s'il franchissait une nouvelle limite. Et puis, j'ai pris du recul. Aucun message, aucune correction, aucune explication. Je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient, car ceux qui se croient aux commandes ont tendance à être négligents. Ils parlent trop. Ils vont trop loin. Et j'avais appris une chose importante sur ma famille au fil des ans. Quand ils me croyaient faible, ils se sentaient en sécurité. Et cette sécurité,
Leur suffisance, leur arrogance insouciante, leur coûteraient bien plus cher qu'ils ne l'imaginaient. 3 semaines après Thanksgiving, mon père m'a appelé, non pas pour s'excuser, ni pour prendre de mes nouvelles, mais pour exiger des explications. « Harper », a-t-il dit sèchement, dès que j'ai répondu, sans toutefois manquer d'insinuer une pointe de tendresse. « Pourquoi est-ce que j'entends ton nom de la bouche de gens qui n'ont rien à voir avec toi ?» Je me suis adossé à ma chaise. La ville s'étendait sous les fenêtres de mon bureau. Le soleil scintillait sur les tours de verre où mes parents ignoraient même que je travaillais. « Ça dépend », ai-je répondu calmement. « Qu'est-ce qu'ils disent ?» Il a hésité juste assez longtemps pour laisser transparaître sa surprise. « Ils disent que tu es une sorte de patronne », a-t-il sifflé. « Que tu es impliqué dans des entreprises qui rapportent gros. Ne me prends pas pour un idiot. Si c'était vrai, on le saurait. » C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point il croyait dur comme fer à l'image qu'il se faisait de moi. Ni pleine d'espoir, ni curieuse, ni sûre d'elle. « Je ne t'ai jamais menti, » dis-je. « Tu n'as tout simplement jamais écouté. » La voix de ma mère s'est soudainement coupée dans le haut-parleur. Harper, SILTE plate. Si c'est un malentendu, on peut en parler. Tu n'as pas à embarrasser la famille. Embarrasse-les. J'ai souri. Je n'embarrasse personne, ai-je répondu. J'ai été invité à prendre la parole lors d'un événement public demain soir. Tu devrais peut-être y assister. Silence. Quel événement? Demanda Emily sèchement, la voix tendue pour la première fois depuis Thanksgiving. Tu verras, dis-je, mettant fin à la conversation. Le lendemain soir, la salle était comble. Investisseurs, dirigeants, journalistes, un lieu impeccable et professionnel, mon nom clairement imprimé sur le programme. Harper Williams, fondatrice et associée gérante. Je suis montée sur scène sous des applaudissements polis qui se sont fait plus chaleureux lorsque j'ai commencé à parler de croissance, de résilience, de construire quelque chose discrètement tout en étant sous-estimé. Je n'ai pas mentionné ma famille. Je n'en avais pas besoin, car la vérité parlait d'elle-même. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ma mère a appelé la première, puis mon père, puis Emily, 3 fois de suite. Quand j'ai enfin répondu, la voix de mon père était méconnaissable. Ni forte, ni autoritaire, faible. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» a-t-il exigé. J'ai essayé, ai-je répondu calmement. Tu as ri. Ma mère a renchéri, la voix tremblante. Harper, tu dois comprendre ce que c'est. Les gens posent des questions. Ils disent des choses. Oui, ai-je répondu. Ils disent la vérité. Emily a finalement pris la parole, la voix tremblante de panique. Vous savez à quel point c'est humiliant pour nous? Tout le monde pensait que je n'étais rien. Je l'ai interrompu. Tu t'en es assuré. Elles ont alors commencé à se parler dans leur tête. Explication, justification, réécriture de l'histoire en temps réel. On était juste inquiète. On t'a poussé. Parce qu'on tenait à toi. Tu aurais dû nous le dire. Je les ai laissées parler jusqu'à ce qu'elles soient à bout de souffle. Puis j'ai dit doucement, vous ne m'avez pas perdu il y a 3 semaines. Vous m'avez perdu à cette table, quand vous m'avez dit d'aller dans la rue et de me regarder partir. Mon père a tenté de reprendre le contrôle. Ça ne change rien au fait que nous sommes ta famille. Ça change tout, ai-je rétorqué. Car désormais, le rapport de force s'était inversé. Ils ne me jugeaient plus. Ils avaient peur de ce que je représentais, peur de mes paroles, peur des liens que les gens tisseraient, peur de la fragilité soudaine de leur sécurité face aux faits, aux contrats et à la vérité publique. Je n'avais pas élevé la voix une seule fois. Je ne les avais pas insultés. Je n'en avais pas eu besoin. J'avais simplement existé, ouvertement, visiblement, sans contestation possible. Et tandis que les conversations s'enchaînaient, tandis que leur emprise se transformait en une tentative frénétique de limiter les dégâts, j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. Et avec moi. Quitter ce dîner de Thanksgiving n'avait pas été le moment où j'avais perdu ma famille. C'était le moment où j'étais enfin sorti de l'histoire qu'ils écrivaient pour moi, pour entrer dans une histoire qu'ils ne pouvaient plus modifier, faire taire ou effacer. Et cette fois, je ne souriais pas pour survivre. Je souriais parce qu'ils avaient enfin compris. Je n'avais jamais été un échec. Les jours qui ont suivi la révélation de toute la vérité furent plus calmes, mais pas paisibles. Ma famille a cessé de m'appeler brusquement, comme si elle avait convenu que le silence était plus sûr que de dire une bêtise. Mais je sentais les répercussions se propager, se répandant dans les mêmes cercles sociaux qui leur avaient permis de s'élever socialement. Jacob me tenait au courant, de manière précise et factuelle, sans jamais dramatiser. « Ton père n'est pas allé à son club de toute la semaine », m'a-t-il dit un après-midi. Les gens posent des questions. Beaucoup de questions. Cela ne m'a pas surprise. Mes parents avaient toujours accordé une grande importance aux apparences. Ils s'épanouissaient en étant perçus comme respectables, prospères, maîtres de la situation.
Et maintenant, le récit qu'ils avaient construit au fil des ans s'était fissuré. Non pas parce que je les avais attaqués, mais parce que la vérité ne correspondait pas à l'image qu'ils m'avaient donnée. Émilie l'a le plus mal vécu. Sa confiance, qui lui semblait autrefois inébranlable, a commencé à s'effriter. Les invitations se sont raréfiées. Les conversations sont devenues gênantes. Les gens qui acquiesçaient auparavant lorsqu'elle parlait de sa sœur en difficulté la regardaient maintenant différemment, avec curiosité, scepticisme, parfois même un jugement sévère. Il s'avère qu'humilier quelqu'un ne fonctionne que lorsque le mensonge est vrai. Ma mère a réessayé quelques jours plus tard. Cette fois, le message était bref. Il faut qu'on parle en privé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai lu, j'ai raccroché et je suis retourné au travail. Réunions, contrats, décisions qui affectaient des centaines d'employés, des gens qui comptaient sur mon calme et ma lucidité. C'était ma priorité. Finalement, quand j'ai répondu, c'était simple. Je suis ouverte à une conversation, dans le respect des limites. Ça lui a plu. Pas ça. Tu es froide, a-t-elle dit quand on a enfin pu parler. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte en famille. J'ai failli rire. Presque. C'est exactement comme ça qu'on se comporte en famille, ai-je dit calmement. Tu n'aimes juste pas être de ce côté-ci. Il y a eu un long silence. Puis sa voix s'est adoucie, soigneusement choisie. On ne se rendait pas compte à quel point on t'a blessé. C'est bien le problème, ai-je répondu. Vous n'avez pas fait d'effort. Je n'étais pas intéressé par les excuses, même si elles étaient motivées par les conséquences. Je n'avais plus besoin de pleurer, maintenant que les rôles avaient changé. Ce dont j'avais besoin, et ce que je me suis enfin autorisé à revendiquer, c'était de la distance. Alors, j'ai officialisé la chose. Plus d'appels impromptus. Plus de commentaires publics sur ma vie. Plus d'accès à mon temps, à mon travail, ni à mes décisions. Tout passait par des voies claires et respectueuses, ou rien du tout. Mon père l'a mal pris. Il m'a envoyé un message, court et amer. Tu te crois supérieur à nous maintenant. Je l'ai lu une fois et je l'ai supprimé, car la vérité, c'est que je ne me croyais pas supérieur à eux. Je refusais simplement d'être inférieur. Et pour la première fois de ma vie, je n'attendais plus leur approbation, leur compréhension, ni leur permission pour aller de l'avant. L'espace qu'ils ont laissé derrière eux n'était pas vide. Il était libérateur. Thanksgiving m'avait pris quelque chose. Mais en retour, cela m'avait donné quelque chose de bien plus précieux, la clarté. J'ai compris que cela changeait tout. L'appel final est arrivé tard un dimanche soir. Je le savais avant même que mon téléphone ne sonne. Il y avait un schéma récurrent dans ces événements. Quand on perd enfin le contrôle, on se cramponne au fil qui, croit-on, nous unit encore. Cette fois, c'était ma mère. « Harper », dit-elle doucement, comme si baisser la voix pouvait effacer tout ce qui s'était déjà produit. On ne peut pas continuer comme ça. Je restais à la fenêtre de mon appartement, observant la ville scintiller en contrebas. C'est exactement comme ça que ça doit être, répondis-je. Elle prit une profonde inspiration. Ton père traverse une période difficile. Émilie est bouleversée. Les gens parlent. Nous sommes toujours une famille. Voilà. Le mot qu'ils utilisaient toujours quand ils voulaient quelque chose. Être une famille, dis-je doucement. Cela ne veut pas dire que j'accepte d'être rabaissé. Ce n'est pas ce que nous voulions dire, insista-t-elle. Nous essayons de te motiver, de te protéger. Je fermai les yeux un instant. Tu protégeais ton image, pas la mienne. Elle ne le nia pas. Au contraire, sa voix trembla. Qu'est-ce que tu attends de nous? C'était la première question sincère qu'elle me posait depuis des années. Je veux que tu assumes tes responsabilités, dis-je. Pas d'excuses, pas de reformulation. Je veux que tu reconnaisses tes actes, tes paroles, sans en faire une leçon ou une justification. Un silence pesant s'installa entre nous. Je ne sais pas si ton père en est capable, finit-elle par admettre. Je sais, répondis-je. C'est pour ça que les choses sont différentes maintenant. Elle tenta à nouveau, d'un ton presque suppliant. On ne peut pas recommencer à zéro. Je secouai la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Ne recommence pas sans avoir dit toute la vérité. Quand la conversation s'est terminée, je n'ai ressenti ni soulagement ni tristesse. J'étais apaisé, comme une porte qui se ferme doucement au lieu de claquer. Plus tard dans la soirée, Émilie m'a envoyé un message, une seule ligne. Je n'aurais jamais cru que tu partirais vraiment. Je l'ai longuement dévisagé avant de répondre. Je ne suis pas parti. J'ai répondu. J'ai cessé d'attendre. Elle n'a jamais répondu. C'est là que tout s'est vraiment terminé. Non pas dans les cris ou la rancune, mais dans la compréhension. Celle qui ne demande ni permission ni accord. J'avais dit tout ce que j'avais à dire, et pour la première fois, je n'avais envie de me justifier auprès de personne. L'appel est arrivé quelques jours plus tard,
assez tard pour que je comprenne qu'il n'était pas anodin. C'était mon père, cette fois. J'ai failli ne pas répondre. Une partie de moi se demandait si c'était une nouvelle tentative pour reprendre le contrôle, un autre discours déguisé en inquiétude, mais j'ai quand même répondu, ne serait-ce que pour entendre comment il le formulerait maintenant. « Harper », a-t-il dit d'une voix plus basse que je ne l'aurais cru. Je n'avais jamais entendu ça. Pas doux, juste dépouillé de toute autorité. « Il faut qu'on parle. »« Je t'écoute », ai-je répondu. Il s'est raclé la gorge. « Ça suffit. Tu as fait passer ton message. Les gens savent que tu as réussi. Ça ne sert à rien de continuer à nous punir. » Punir. Le mot résonnait lourdement entre nous. Je ne punis personne, ai-je dit lentement. Yeme protke. Tu as déshonoré cette famille, a-t-il sifflé, et la vieille irritation est revenue. Tu te rends compte de ce que les gens disent de nous? Oui, ai-je dit. Pour une fois, ils ne mentent pas. Voilà, c'était la vérité qu'il refusait toujours d'affronter. Ce n'était pas que j'ai été blessé qui le contrôlait. C'était que la version de moi qu'il avait imposée n'existe plus. On t'a élevé, a-t-il dit sèchement. Tu nous dois le respect. J'ai ressenti une pression familière dans ma poitrine, mais cette fois, elle ne m'a pas submergé. Elle est passée. Le respect, ça ne se réclame pas après avoir dit à sa fille de vivre dans la rue, ai-je rétorqué. On ne peut pas l'effacer comme ça. Parce que les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Il resta silencieux un long moment, puis son ton s'adoucit. Et maintenant? Cette question était importante. Ce n'était ni une exigence, ni une menace. Juste ceci. J'ai dit, de la distance, des limites, plus de commentaires publics sur ma vie. Plus de suppositions sur ce que je vous dois. Et si nous ne sommes pas d'accord, ai-je répondu sans hésiter. Alors rien ne change, a-t-il soufflé lentement. Avez-vous changé? Non, ai-je dit gentiment. J'ai mûri. Quand la conversation s'est terminée, je suis restée assise plus longtemps que prévu, laissant le silence s'installer. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence mérité. Plus tard dans la soirée, ma mère m'a envoyé un message. Pas d'excuses, pas de justification, juste une simple phrase. Je ne savais pas à quel point tu étais forte. Je l'ai lu une fois et j'ai raccroché. Je n'avais plus besoin qu'il reconnaisse ma force. Car la force, j'avais appris, ne consiste pas à gagner des disputes ou à prouver sa valeur. Il s'agit de savoir quand arrêter de se justifier auprès de gens qui n'écoutent que ce qui les arrange. Ce jour de Thanksgiving, il pensait que me mettre à la porte me briserait. En réalité, cela m'a libéré et m'a permis de décider enfin qui resterait dans ma vie et qui n'y resterait pas. Et cette fois, la décision m'appartenait entièrement. Un mois après Thanksgiving, je me suis retrouvé dans ma cuisine tard dans la nuit, les lumières de la ville s'étendant à perte de vue par les fenêtres. Le chaos s'était apaisé. Les conversations avaient cessé. Les rumeurs s'étaient tues. La vie avait retrouvé son rythme habituel. Et pour la première fois, j'ai ressenti ce calme intérieur. Seul, pas vide, paisible. Je repensais à cette nuit. La table, les assiettes, la voix de mon père qui résonnait dans la pièce, la porte qui se refermait derrière moi. Pendant des années, j'avais cru que ce moment me détruirait. Être rejeté par ma propre famille laisserait une cicatrice indélébile. Au lieu de cela, tout s'est éclairci. J'ai compris que je n'avais pas perdu un foyer ce soir-là. J'avais perdu une illusion. La croyance que l'amour devait forcément s'accompagner de jugement. Que l'appartenance exigeait que je me fasse toute petite. Que le silence était le prix de l'acceptation. Partir ne m'a pas rendue froide. Cela m'a rendue honnête. J'ai cessé de courir après une approbation toujours conditionnelle. J'ai cessé de porter un fardeau de culpabilité qui n'était jamais le mien. Et j'ai cessé d'expliquer ma vie à des gens qui n'écoutaient que lorsque cela confirmait leurs propres convictions. La façon dont j'ai construit ma carrière, mon indépendance, mon estime de moi n'a jamais consisté à leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de me prouver à moi-même que je pouvais survivre sans leur validation. Et j'y suis arrivé. Chaque année, Thanksgiving revient. La table est différente. Plus petite, plus silencieuse, et remplie seulement de personnes qui ne me demandent pas d'être moins que ce que j'avais à offrir. Oui. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci. Qu'on me dise de me débrouiller dans la rue n'a pas mis fin à mon histoire. Elle a commencé au moment où j'ai compris que je n'avais jamais eu besoin de leur permission pour être indépendante et que, plus que l'argent, plus que le succès, il y avait cette liberté qui, enfin, me semblait si naturelle.